Polybe a montré que pour être un véritable historien, selon sa conception, il fallait non seulement voyager, voir, visiter tous les théâtres des opérations, et par là, il critiquait des historiens de cabinet qui l'avaient précédé, et parfois de manière un peu injuste, parce que Polybe est un homme partial, et qui a des jugements tranchés, il faut le savoir, et il faut surmonter ce défaut, mais il est parfois très injuste à l'égard de ses prédécesseurs. Et puis, il avait un autre atout, c'est d'avoir été lui-même un homme politique. Une vie, une œuvre. Polybe, historien. Lorsqu'il décide de prolonger ces histoires qui, initialement, devaient s'arrêter avec la victoire sur la Macédoine de 167 et qui sont prolongées finalement jusqu'en 146, il dit bien qu'il s'agit de voir pour les contemporains s'il faut accepter ou non la domination romaine et pour les générations futures de savoir si les Romains méritent l'éloge ou le blâme. Donc, incontestablement, il écrit, comme tout grand historien, pour ses contemporains et pour réaliser un Cthema Essai. Polybe, historien, une émission de Christine Goémé réalisée par Laetitia Coya. François Hartog, vous avez donc édité pour la collection Quarto chez Gallimard l'œuvre de Polybe, qui a été d'ailleurs traduite, présentée et annotée par Denis Roussel, qui est décédé il y a quelque temps. Et j'aimerais savoir de quelle entreprise il s'agit. Oui, alors, il est le premier à avoir réfléchi sur ce que nous avons appelé l'histoire universelle. Bien entendu, il l'a fait avec ses moyens intellectuels, dans le contexte qui était celui de la conquête romaine, ce qu'on appelle la conquête romaine, c'est-à-dire cette expansion de Rome à travers la Méditerranée, qui, de son point de vue de grec, introduisait une espèce de bouleversement dans le monde. Vous passiez d'un monde, alors qui n'était plus celui des petites cités grecques qui se chamaillaient tous les jours. C'était un monde où on avait des royaumes, ce qu'on a appelé les royaumes hellénistiques. Et puis, dans ce jeu entre royaumes hellénistiques, Rome est venue peu à peu s'interposer et est venue jouer le premier rôle. Et bon, la question que se pose Polybe, c'est que nous est-il arrivé? Que s'est-il passé? En un demi-siècle, le monde a changé. Et ce changement profond du monde oblige quelqu'un qui décide d'écrire l'histoire à dire on ne peut plus écrire l'histoire comme on l'écrivait précédemment. Il faut trouver une nouvelle manière d'écrire l'histoire qui soit cohérente, qui soit quand même de rendre compte de ce qui nous est arrivé. Vient de paraître dans la collection Quarto chez Gallimard un gros volume de 1300 pages intitulé simplement « Histoire » qui représente environ le tiers de l'œuvre de Polybe. Tout le reste est perdu. Vivant au IIe siècle avant Jésus-Christ dans un monde encore dominé par la culture hellénistique, Polybe a décrit et analysé la transformation radicale du monde de son temps. Comment et grâce à quel gouvernement l'État romain est-il parvenu en moins de 53 ans à étendre son pouvoir en Afrique, en Asie et sur une partie de l'Europe? L'énigme de ce gigantesque travail, dont seule notre époque peut imaginer la démesure, se trouve dans sa vie indissolublement liée à son œuvre. Chef de la cavalerie de la Ligue achéenne, Polybe fut pris en otage par les Romains et devint le précepteur des enfants de son vainqueur. Sa culture grecque initiale et son long séjour à Rome, sa vie de voyage, de négociation et de combat au contact des plus hauts responsables des divers camps lui permirent d'être un témoin de premier ordre et de théoriser ce bouleversement du monde. On comprend, en découvrant Polybe, sa formidable énergie et sa capacité d'invention conceptuelle.
Mais on comprend aussi pourquoi. Rome fut un jour conquise par le raffinement de la pensée et de la culture grecque, et pourquoi, plus de 2000 ans après sa rédaction, ce texte reste d'une incroyable modernité. Si les historiens qui m'ont précédé avaient omis de faire l'éloge de l'histoire, sans doute serait-il nécessaire d'exhorter un chacun à distinguer les ouvrages tels que celui-ci et à leur réserver un accueil favorable, en songeant que l'homme trouve dans la connaissance du passé la plus instructive des leçons. Il n'y a donc évidemment pas lieu de revenir sur ce qui a été dit, et bien dit, par tant d'auteurs, et j'ai pour ma part des raisons particulières de m'en abstenir. Le caractère absolument extraordinaire des faits que j'ai entrepris de narrer suffit à lui seul pour retenir l'attention du public et inciter jeunes et vieux à se plonger dans cet ouvrage. La Confédération achéenne est devenue la première puissance grecque. Éric Foulon. Et Polybe donc naît finalement dans l'État le plus puissant alors, mais cet État est quand même menacé au nord du golfe de Corinthe par la Confédération étolienne et menacé par ailleurs au sud, sur ses frontières, par Lacédémone, qui est une puissance extrêmement menaçante. Et, entre parenthèses, c'est la raison d'être de la cité de Polybe, la cité dans laquelle il est né, à savoir Mégalopolis. Mégalopolis étant la forme latinisée, en grec c'est Mégalépolis. Et Polybe va naître entre 210 et 200. Dans une cité donc qui maintenant est relevée de ses ruines. Reconstruite. Reconstruite, exactement. Certes, l'union de la Grèce est un idéal, mais Denis Knopfler. C'était un idéal utopique. Il a été réalisé, et dans une bonne part, au sein du Péloponnèse, ce qui était déjà quelque chose de considérable. C'est ce phénomène donc d'union, de fédéralisme, si vous voulez, à partir du nord du Péloponnèse, qu'on appelle la Confédération achéenne, d'un nom d'un petit peuple qui n'avait joué qu'un rôle très médiocre dans l'histoire jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui peu à peu passe au devant de la scène, parce que ces Achéens, au long d'une histoire que Polybe a présentée en détail, ont réussi à l'unification politique du Péloponnèse. Mais une unification qui n'aboutit pas à un État centralisé. C'est véritablement un État fédéral, un des modèles du fédéralisme grec. Sans doute pas le seul, ni le plus ancien. Mais Polybe était extrêmement fier de cette réussite. Il faut bien voir que lui-même n'était pas un Achéen au sens ethnique du terme, il était un Achéen au sens politique. Il était d'une ville, d'une cité qui s'appelle Mégalépolis, la grande cité qui avait été fondée au IVe siècle. Il était donc fondamentalement arcadien, mais politiquement parlant, sa cité appartenant à l'État, au koinon, comme on disait, c'est-à-dire à la communauté des Achéens, il a adhéré complètement à leur politique et, si vous voulez, à leur idéologie. Et il a vu dans la Confédération achéenne le modèle d'un État fédéral. C'est donc pour lui une réussite magnifique, dont il est extrêmement fier. Et en même temps, il est un peu injuste, parce que ce mouvement fédéral, il avait eu des antécédents ailleurs, qu'il a un peu escamoté et limité. Et il y avait une autre confédération rivale des Achéens en Grèce centrale, c'est la confédération des Étoliens, qui dominait notamment le sanctuaire de Delphes. Et ces Étoliens avaient réussi, par des moyens finalement assez semblables, à constituer un État considérable. En fait, un des 2 ou 3 grands États que les Romains trouveront en Grèce à la fin du IIIe siècle. Mais seulement,
autant Polybe est admiratif, élogieux à l'égard des Achéens, autant il vitupère les Étoliens, qu'il considère comme un peuple brutal et inintelligent et adversaire le plus souvent de Rome. Polybe dit des Achéens, c'est magnifique, pratiquement toutes les cités sont entrées de leur plein gré dans la confédération achéenne, ce serait à nuancer, tandis que chez les Étoliens, il y a véritablement alors expansion, conquête, mise au pas, coup de force. Les Étoliens sont brutaux, ce sont des gens qui ne reculent devant aucun moyen, qui pillent les sanctuaires, qui sont violents, qui ont noyauté complètement l'Amphictyonie de Delphes. Bref, ce sont des gens impossibles, on ne peut pas s'entendre avec eux. Voyez ce qu'ils ont fait avec du côté des Romains, ils ont trahi finalement la cause des Romains, alors que les Achéens sont des alliés parfaits, etc. Bon, il y a un jugement évidemment trop tranché, parce que, en tout cas sur un point, on est obligé de constater que les Étoliens forment une confédération qui fonctionne sur des principes démocratiques fondamentalement les mêmes que dans le koinon achéen. J'ai dit en effet que les Achéens s'en tinrent toujours à une seule et même politique, qui consistait d'une part à offrir aux autres l'association avec eux dans l'égalité et la liberté, d'autre part à soutenir sans cesse des guerres pour abattre les individus qui, soit par eux-mêmes, soit avec l'appui des rois, s'efforçaient d'asservir leur propre patrie. C'est en restant fidèles à ces maximes qu'ils purent mener à bien cette œuvre, tantôt avec leur seule force, tantôt avec l'aide de leurs alliés. Car les contributions qu'au cours des années qui suivirent, les alliés des Achéens apportèrent à leur entreprise doivent aussi être inscrites au crédit de la politique achéenne. Ainsi, il arriva à plusieurs reprises aux Achéens de s'associer aux campagnes d'autrui, et notamment très souvent aux opérations qui donnèrent aux Romains de si belles victoires. Or, jamais ils ne cherchèrent à tirer des succès remportés ensemble quelque profit pour eux-mêmes. Pour tous les vaillants services rendus à leurs alliés, ils ne demandaient comme récompense que la liberté pour chacun et l'union de tous les Péloponnésiens dans la concorde. Éric Foulon, de quel milieu Polybe est-il issu? Quelle est sa formation? Oui, le premier problème, c'est quand même la date de naissance. On propose une fourchette, datation haute, enfin, 10 ans datation quand basse. Même, Oui, le problème, il n'y a pas moyen de trancher. Le problème, c'est que certains événements de la vie de Polybe, si tant est qu'ils soient vrais, impliquent une naissance vers 210, et puis d'autres événements, si tant est qu'ils soient réels, impliquent une naissance vers 200. Alors, il est issu d'une famille privilégiée, c'est le moins que l'on puisse dire. Sa famille est une famille de propriétaires terriens, richissimes, et va recevoir évidemment la meilleure éducation qui soit. Il est formé par Philopoémène. C'est un guerrier, mais encore. Est-ce qu'on sait des choses? Philopoémène donc est né dans les années 230, vers le milieu des années 230, ou entre 240 et 230 environ. C'est un homme politique, c'est un chef militaire en même temps, qui va marquer vraiment l'histoire de la Confédération achéenne. C'est un personnage extrêmement important et il est en outre lié. Alors, par des liens de parenté, peut-être, mais on n'a aucune preuve, au moins par des liens d'amitié avec Lycortas, le propre père de Polybe. Et c'est Lycortas qui va demander à son ami Philopoémène, donc, qui est à peu près de la même génération que lui, du même âge que lui, de prendre en charge l'éducation de son propre fils. Or, était Philopoémène, lorsque l'exécuteur entra, couché sur un petit manteau. Quand il vit de la lumière, et cet homme auprès de lui, tenant en sa main un gobelet où était le breuvage du poison, il se leva en son séant. Mais ce fut à grande peine, tant il était faible. Et, prenant le gobelet, demanda à l'exécuteur s'il avait rien ouï dire des chevaliers qui étaient venus avec lui, principalement Lycortas. L'exécuteur lui fit réponse que la plupart s'étaient sauvés.
Et sans jamais jeter autre voix, ni dire autre parole, il but tout le poison, et puis se recoucha. La nouvelle de cette mort en alla incontinent par toutes les villes d'Achaïe. Ils brûlèrent le corps de Philopémène et en mirent les cendres dans un vase. Puis ceux partirent de Mécène, non en désordre ni pêle-mêle, comme chacun voulut, mais avec une ordonnance telle que, parmi ce convoi de funérailles, ils mêlèrent comme un triomphe de victoire. Car y était le vase, dans lequel étaient les cendres, si couvert de chapeaux, de fleurs, de festons et de bandeaux qu'à peine le pouvait-on voir, étant porté par un jeune homme nommé Polybe, fils de celui qui pour lors était capitaine général des Achéens. Plutarque. Traduction Amiot. Que sait-on de sa carrière? On sait certaines choses par Polybe lui-même, et puis on croit savoir d'autres choses par des recoupements. Éric Foulon. Alors, il est possible, entre autres choses, qu'il ait participé à la campagne de Vulso, du Romain Vulso, en Anatolie, contre Antiochos III et contre les Galates, donc entre 190, 189, 188. C'est quoi cette histoire? Pourquoi il se trouve avec les Romains là? Parce que la Confédération achéenne est alliée à Rome contre le souverain séleucide, Antiochos III, qui est lui-même l'allié de la Confédération étolienne, l'ennemi juré de la Confédération achéenne. Vous comprenez? Il faut que les deux confédérations se trouvent nécessairement dans deux camps différents. Et c'est la raison pour laquelle, si l'une est l'allié de telle puissance, eh bien l'autre nécessairement est l'allié de l'autre puissance. Alors donc la Confédération achéenne envoie un contingent militaire dirigé par un certain Diophanès, et il est possible donc que Polybe ait participé à cette campagne. Il y a des éléments dans l'œuvre qui tentent à accréditer cette idée, et par exemple le fait qu'il prétend avoir rencontré Chiomara, la reine galate Chiomara, l'épouse du roi galate Ortyagon. Donc c'est une chose qui se serait passée justement aux environs de 189 dans le cadre de cette campagne de Vulso contre les Galates. Alors Polybe est un cavalier? Tout à fait. Il y a quelque chose de très important, à savoir qu'il est élu hipparque de la Confédération achéenne pour l'année 170-169. Il faut savoir que cette élection est très importante parce que l'hipparque, ce qui signifie donc quelque chose comme chef de la cavalerie, hipparchos, est le deuxième personnage de l'État. C'est la preuve que Polybe donc suit les traces de son maître Philopémène, décédé, et de son propre père Lycortas, peut-être déjà décédé, on ne sait pas. On ne sait pas à quel moment il perd son père, mais il est parti pour devenir à son tour un jour stratège, un stratégos, c'est-à-dire donc numéro 1 de la Confédération achéenne. Mais sa carrière politique et militaire va être brisée par un événement extrêmement important, d'une portée incommensurable, la bataille de Pydna en 168, c'est-à-dire donc la défaite de la Macédoine, à l'issue donc de la troisième guerre de Macédoine, troisième et dernière guerre de Macédoine, la défaite de la Macédoine face à Rome. Denis Knopfler. La conquête du monde grec se fait, on peut dire, par le canal macédonien. C'est d'abord une guerre entre Romains et Macédoniens, et qui, de fil en aiguille, aboutira à une mainmise totale sur la péninsule grecque et au-delà, du côté de la mer Égée et de l'Asie mineure, voire, évidemment, en fin de compte, jusqu'à la Syrie et à l'Égypte. C'est tout le monde hellénistique qui y passera. Mais d'abord, l'adversaire de Rome, c'est le roi de Macédoine. Un roi de Macédoine qui, disons, pour l'essentiel de cette époque, s'appelle Philippe V, personnalité fascinante pour Polybe, parce que ce roi d'abord a régné près de 40 ans,
un homme extrêmement intelligent, très cultivé, mais sans scrupules, et à qui les Romains n'ont jamais pardonné une chose, c'est qu'au moment de leur pire défaite en Italie contre Hannibal, dans les années 217-216, le roi de Macédoine a accepté, ou a même élaboré, une alliance avec Hannibal contre Rome. Et cela, Rome n'a jamais pardonné au roi de Macédoine. Et dès que les Romains ont été capables de pratiquer une politique étrangère active hors de l'Italie, ils se sont tournés contre le roi de Macédoine, avec l'appui des Étoliens notamment. Le travail de Polybe, tout ce qu'il va produire par la suite, va partir de la question comment et par quel mode de gouvernement presque tout le monde habité, conquis en moins de 53 ans et passé sous une seule autorité, celle de Rome. Comment et grâce à quelle forme de gouvernement l'État romain a réussi à dominer la terre entière en si peu de temps? Quel est le secret de cette supériorité? Et ça, c'est la question qui va se poser là tout d'un coup. Tout à fait. Et c'est ce qui va générer son œuvre en quelque sorte. Et c'est vraiment une question lancinante parce que vous venez de lire donc effectivement cette citation. Et cette citation revient 11 fois dans l'œuvre. Alors, le gros problème qui va se poser, c'est que la Confédération achéenne est censée être l'allié de Rome, mais s'est montrée quand même relativement tiède et réservée au cours de la Troisième Guerre de Macédoine. Polybe a gardé une certaine distance, Polybe et son parti ont gardé une certaine distance par rapport à l'allié romain, ménageant l'avenir au cas où Rome aurait été défaite ou Persée, le roi de Macédoine, aurait été vainqueur. Et c'est une chose qui va lui être reprochée par les Romains. Rome va demander au parti de collaboration qui va prendre le pouvoir alors dans la Confédération achéenne de dresser une liste de 1000 otages en quelque sorte destinés à être jugés et s'il y avait lieu donc à être condamnés. Le procès, donc c'est Callicratès, le chef du parti de collaboration, qui dresse la liste des 1000 personnages en question, des 1000 notables de la Confédération achéenne. Il en profite pour se défaire évidemment de tous ses adversaires potentiels. Mais ça c'est normal. Dont Polybe. Ça c'est l'habitude. Dont Polybe figure dans la liste. Oui. Le procès n'a pas lieu en Grèce. Les 1000 otages en question sont déportés en Italie pour être jugés à Rome. Mais en réalité, le procès sera sans cesse différé, n'aura pas lieu, et les 1000 personnages en question vont être répartis dans les municipes de l'Italie. Et dans des conditions dures. Oui, effectivement, dans des conditions d'hygiène et d'alimentation et de soins tout à fait déplorables. Et la plupart d'entre eux vont mourir. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que 17 ans plus tard, en 150, ils ne sont plus que 300. Et la plupart sont morts de maladie. Je pense en particulier ceux qui étaient répartis dans les municipes d'Étrurie, au milieu des marais malsains de l'Étrurie, qui alors, évidemment, n'étaient pas drainés. Il vit cette déportation dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Jean-Louis Ferrari. Dans la mesure où les liens personnels qu'il arrive à nouer très tôt avec des aristocrates romains du plus haut rang, et en particulier avec les deux fils du vainqueur de la Macédoine, les deux fils de Polymyle, dont Scipion Émilien, qui sera son protecteur et son ami, ces liens lui permettent de connaître incontestablement une liberté de mouvement exceptionnelle, de rester à Rome, d'être autorisé à voyager à travers l'Italie et même de
connaître une partie des provinces occidentales de Rome et en même temps d'avoir une expérience de l'intérieur du fonctionnement des institutions romaines. Et c'est ceci qui l'amène à la conclusion que cette victoire survenue à la suite d'autres victoires, mais le tout dans un espace d'une trentaine d'années. 3 grandes victoires, 2 sur la Macédoine, une sur le royaume macédonien de Syrie en 30 ans, que ces victoires successives ne sont pas simplement le fruit de caprices de la fortune, mais sont la conséquence de la supériorité des institutions au sens très large. Pas seulement les institutions politiques, aussi bien les institutions militaires et aussi le mode général de fonctionnement de la cité, y compris le rôle de la religion, par exemple. Et c'est de cette expérience que Polybe retire la conviction que dans ces conditions, n'étant pas le fruit d'un caprice de la fortune, la domination romaine est durable et que les Grecs doivent savoir cela et ne pas s'attendre à ce qu'il y ait un brusque retournement par rapport aux événements des années 200 à 170. Et en même temps, naturellement, il a la conviction qu'il a été le témoin, et un témoin privilégié, d'une époque extraordinaire, puisqu'il s'agit non pas d'une crise transitoire, mais de l'établissement d'un grand empire, et d'un empire qui unifie le monde. Plus difficile est le problème de savoir s'il écrit, et s'il écrit essentiellement pour les Grecs et pour les Romains. C'est d'abord aux Grecs, je pense, qu'il a voulu s'adresser pour leur dire qu'il fallait voir derrière la victoire romaine un phénomène durable et non pas transitoire. La prolongation du projet des histoires sur 20 ans et avec l'addition de 10 livres est liée au problème de savoir si les Romains ont su ou non exploiter leur victoire et gérer leur domination de façon qu'elle puisse être considérée comme durable. Et à ce moment-là, me semble-t-il, il transmet un double message aux Grecs pour confirmer le caractère durable de la domination romaine et pour essayer de montrer que, en particulier en Macédoine et en Grèce, la politique romaine reste une politique mesurée de la part d'un État qui, possédant une puissance absolue, est naturellement tenté par l'abus de pouvoir, et vis-à-vis des Romains, pour les avertir qu'un empire ne peut être conservé que par les moyens qui lui ont permis de l'établir, et qu'ils doivent donc continuer à maintenir un dialogue avec les populations qui leur sont soumises, sous peine que l'abus de pouvoir, dégénérant en tyrannie, n'entraîne inéluctablement et surtout trop rapidement un effondrement. Denis Knopfler. Quand il arrive à Rome à l'âge de 40 ans, il entre de plein pied avec cette société romaine de magistrats qui l'accueillent, qui reconnaissent en lui en fait un égal. Ils étaient très versés dans la connaissance de la culture grecque, la plupart savaient lire le grec. Alors, quelle langue parlait-il avec Polybe, le grec ou le latin? Polybe avait dû apprendre le latin. Les deux. On passait sans doute de l'une à l'autre. In utraque lingua, comme on disait. On passe de l'une à l'autre. Et ils étaient de plein pied, si vous voulez. Ils étaient de plein pied sur le plan culturel et sur le plan politique. Ils adhéraient au même principe. C'était en gros le même monde. C'est pourquoi Rome peut être considérée comme, par sa constitution comme un modèle. Et pour Polybe en tout cas, la constitution, c'est ce que peut-être les historiens d'aujourd'hui considéraient comme un petit peu excessif. Polybe considère que la constitution romaine est fondamentalement l'explication de leur succès, de leur conquête. La constitution romaine a été une des clés de leur succès, et sur ce point, il est difficile de contredire Polybe par ce savant mélange des composantes de la société, la participation du peuple, le Sénat tout-puissant et
des consuls qui sont quasiment deux rois annuels, mais qui ont des pouvoirs énormes sur le plan en tout cas de la conduite notamment de la guerre, qui peuvent traiter d'égal à égal avec les rois hellénistiques. Toutes les activités de l'État, dans chacun des domaines où elles s'exerçaient, étaient organisées et réglées sous la direction de ces trois pouvoirs de façon si équitable et si judicieuse que personne, pas même un citoyen romain, n'aurait pu dire avec certitude si cette constitution était, à tout prendre, aristocratique, démocratique ou monarchique. Et l'on avait quelques raisons d'être perplexe. À qui, en effet, portait toute son attention sur les pouvoirs des consuls, elle apparaissait comme un régime entièrement monarchique, avec toutes les caractéristiques d'une royauté. À qui considérait le Sénat, elle apparaissait comme une aristocratie. Et si l'on observait les pouvoirs dont disposait le peuple, il apparaissait à l'évidence qu'il s'agissait d'une démocratie. On comprend bien qu'il ait pu être fasciné par les grandes institutions politiques et juridiques romaines, Jean-Louis Ferrari, mais je suis étonné de vous entendre dire qu'il a été fasciné aussi par l'organisation de la religion romaine. Alors qu'au fond, les Romains étaient aussi fascinés par la religion grecque. Donc, de quoi s'agit-il exactement? Il est fasciné par la religion romaine parce qu'il y voit un instrument efficace d'unité de la cité et de contrôle établi par les dirigeants sur le peuple. Par exemple? Par exemple, il souligne le rôle que le respect scrupuleux des rites a dans le maintien d'une discipline intérieure, et nous ne sommes pas ici exactement dans la religion, mais nous sommes tout à côté. Il est le premier qui nous transmet une description des grandes funérailles des nobles avec la représentation par les imagines, par les masques de tous les ancêtres, et qui souligne combien ceci a un rôle à la fois dans l'affermissement de l'influence de la noblesse au sein de la cité et dans la solidité de l'exemple des ancêtres pour les générations qui viennent. Donc les pratiques rituelles intéressent Polybe dans la mesure où, en effet, elles sont une mise en ordre du social. Oui, dans la mesure où elles sont l'un des éléments de stabilité intérieure de la cité, ce qui est vraiment pour lui l'une des conditions essentielles de survie de Rome. C'est dans le domaine des conceptions religieuses que la supériorité de la cité romaine est la plus grande. À mon sens, ce qui, chez les autres peuples, constitue un défaut que l'on blâme, assure chez les Romains la cohésion de la collectivité. Je veux parler de la superstition. Les pratiques qui en relèvent sont présentées chez eux de façon si théâtrale, et on leur attribue un rôle tellement important dans la vie privée et publique que cela passe tout ce qu'on peut imaginer. Beaucoup pourraient en être surpris. Pour ma part, je pense que c'est surtout à l'intention des gens du peuple que l'on a développé ces pratiques. S'il était possible qu'une cité ne fût composée que de sages, elle ne serait sans doute pas nécessaire. Mais comme la multitude est partout inconstante, sans cesse en proie aux passions déréglées, aux impulsions irraisonnées et aux emportements violents, on ne peut la contenir que par la peur des choses invisibles et par des mises en scène du genre que j'ai dit. Aussi n'est-ce pas, je pense, à la légère et au gré de leur fantaisie, que les hommes d'autrefois ont répandu parmi le peuple ces idées sur les dieux et ces représentations relatives aux séjours infernaux. Je crois au contraire qu'on fait aujourd'hui preuve de beaucoup de légèreté et d'aveuglement en faisant fi de toutes ces croyances.
Est-ce que Polybe utilise des concepts nouveaux dans son écriture de l'histoire, François Hartog? Oui, je pense. Qu'est-ce qu'il invente? Alors, il invente. On n'invente jamais rien. C'est-à-dire qu'il reprend On trouve comme... des éléments qu'il utilise et qu'il transforme. Bon, pour faire de nouveaux outils intellectuels, de nouveaux concepts. Et ce qui lui sert, avant tout, c'est une notion, alors qui est à la fois, qui a des implications philosophiques, mais qui est, là aussi, reprend l'image du tissage. Hein, et c'est la notion de sumploquer. C'est-à-dire, ça veut dire lier ensemble. Sumploquer. C'est dans le métier, quand vous tissez, la chaîne et la trame, le passage de la chaîne et de la trame. Bon, cet entrecroisement de la chaîne et de la trame. Alors la sumploquer, pour Polybe, c'est justement le fait que, avec la conquête romaine, les événements du monde se trouvent désormais imbriqués les uns dans les autres, interdépendants les uns des autres. Autrement dit, vous ne pouvez plus écrire l'histoire comme on l'écrivait précédemment, et Dieu sait que les Grecs ont écrit beaucoup d'histoires au IVe siècle en particulier, au IIIe siècle aussi, histoire que nous n'avons plus, nous connaissons les noms, nous en connaissons des bribes, mais on en a écrit énormément. Bon, qui étaient des histoires spécifiques, ou des histoires qu'on appelait hellénica, des histoires grecques. Xénophon a écrit des hellénica. Bon, et puis on a écrit des histoires de cités, des histoires de peuples, des histoires donc à chaque fois avec un sujet comme ça, précis et limité. Et Polybe dit, on ne peut plus écrire l'histoire comme ça. Parce que, quand vous mettez, même si vous les mettiez toutes bout à bout, les unes à la suite des autres, vous n'arriveriez pas à saisir ce qui s'est passé, qui est précisément le fait... Au fond, à rendre compte de cette révolution copernicienne. Hein. Oui, à rendre compte... De cette secousse. Voilà, du fait que la guerre qui se passe en Grèce ne peut pas se comprendre indépendamment de celle qui se passe en Sicile ou en Afrique ou en Espagne. Bon, c'est cela. Et pour Polybe, il y a un moment précis où tout cela commence, c'est avec en 220 avant notre ère, avec la deuxième guerre punique, c'est-à-dire ce moment où Rome traverse la Méditerranée. Et où va s'engager cette conquête de toute la Méditerranée. Alors, la sumploquer, là, il a une notion. Après, il lui faut trouver une manière d'écrire. Et là, il lui fait intervenir une autre notion qui, elle aussi, a un arrière-plan philosophique, qui est celle de synopsis. Synopsis, ça signifie sun avec, opsis voir, c'est-à-dire donner une vue d'ensemble. Cette sumploquer, c'est ce qui se passe. Donc on ne peut plus faire d'histoires, ce qu'il appelle aussi des histoires séparées, morcelées, dispersées, sporadiques, c'est le mot au sens étymologique du mot, mais il faut faire une histoire qui donne au lecteur cette synopsis, cette vision d'ensemble. La connaissance des parties d'un tout peut sans doute nous donner une certaine notion de ce tout, mais non pas un savoir, ni une compréhension exacte. C'est pourquoi il faut bien admettre que les histoires partielles ne contribuent que dans une très faible mesure à une saine connaissance de l'histoire universelle. L'histoire n'est vraiment intéressante et instructive que si elle permet d'observer l'ensemble des événements dans leur interdépendance, avec leurs similitudes et leurs différences. Comment rendre cette vision d'ensemble, puisque par définition, vous ne pouvez jamais écrire qu'une chose après l'autre. Vous ne pouvez jamais écrire qu'un événement après un autre. Vous ne pouvez pas raconter en même temps ce qui se passe en Grèce, en Italie, en Espagne, etc. Bon. Et ça, les historiens sont restés confrontés à ce problème jusqu'à aujourd'hui. Bien. Donc comment, par le récit,
par une trame narrative, donner cette impression de synopsis, créer cette impression de synopsis. Alors Polybe trouve, là aussi, pas tout seul, il reprend des choses qui existaient, mais enfin, l'agencement lui est propre. Il décide, donc c'est un choix, de donner son histoire donc par Olympiade. Ce qui permet de réunir tout ce qui se passe, tout ce qui intervient dans un arc de 4 ans. C'est déjà une première création de synopsis. Et puis après, à l'intérieur de ce cadre temporel, année par année. Bon, donc on rétrécit. Ensuite, géographiquement. C'est-à-dire qu'il va donner le récit des événements. Lieu par lieu. Oui. Toujours dans le même ordre, en principe. Donc en commençant par l'Italie, en allant en Espagne, en allant en Afrique, en tournant en Égypte. Et donc dans la construction de son récit, donc vous avez les Olympiades, les années, et puis la succession récurrente des théâtres d'opération. Si donc il va du télescope au microscope. Oui, on peut dire ça comme ça, sauf que... Oui, du plus grand au plus petit. Il n'avait ni l'un ni l'autre, mais oui. Bien sûr. Et enfin, il lui faut justifier cette intuition, hein, si on veut employer un terme qui n'est évidemment pas le sien. Alors, c'est là qu'il y a, de sa part, un détour par la tragédie et un détour par Aristote. Au fond, la grande originalité de Polybe, qui n'est pas un philosophe en aucune manière, mais qui essaye de se servir d'Aristote contre Aristote. Qu'avait dit Aristote? Que la tragédie était supérieure à l'histoire, dans le fameux chapitre 9 de la Poétique. Parce que elle avait accès, la tragédie, elle avait accès au général. Alors que l'histoire ne peut jamais sortir du singulier, de ce qui est arrivé à Alcibiade, ce qui s'est passé tel jour. Et Aristote faisait remarquer à juste titre que ce n'est pas de plus parce que le même jour se passent 2 événements dans 2 endroits différents, par exemple 2 batailles qui sont censées intervenir le même jour, qu'il y a le moindre rapport entre ces 2 batailles. Donc la synchronie n'est pas automatiquement le signe d'une relation existant entre les 2 événements. Donc la tragédie est supérieure à l'histoire, et je pense que cette proposition d'Aristote, qui au fond son problème c'était pas l'histoire, c'était beaucoup plus la tragédie, et de polémiquer avec Platon sur le statut de la poésie. Mais cette proposition d'Aristote, je pense, a eu une importance considérable. Et elle n'a cessé d'en avoir jusqu'à l'époque moderne. Alors, que fait Polybe? Il va essayer de retourner cette proposition d'Aristote en disant, pour arriver à la proposition, l'histoire est supérieure à la tragédie. Et l'histoire est supérieure à la tragédie parce que, pour dire les choses vite, c'est une vraie tragédie et c'est une tragédie véridique. Alors, cette opération menée par Polybe contre Aristote a aussi pour effet de récupérer le général, de rapatrier le général du côté de l'histoire, mais en le modifiant profondément. Aristote disait, il n'y a de science que du général. Et de ce fait, l'histoire n'est pas une science. Et bien d'autres choses. Mais Polybe répond tranquillement, l'histoire est une science, elle a donc accès au général, et le général qu'il va, au fond, retenir, ce n'est plus du tout celui d'Aristote, c'est un général, si je puis dire, qui va se spatialiser. Et ça va devenir l'histoire universelle. Mais au sens... Alors là, il faudrait passer par le grec, que je ne vais pas vous infliger, mais on passe en grec, l'expression c'est to katolou, selon le général, ça c'est Aristote, et Polybe va passer à histoire
catholique. Catholique, c'est-à-dire à ce moment-là, on spatialise cette notion de général en faisant simplement une histoire qui couvre l'ensemble du monde habité. Donc on passe de la philosophie, de la réflexion philosophique à la géographie, si vous voulez. Mais en gardant, en grec, le même terme. Hein, en passant de ce to katholou à l'adjectif catholique. Ce que nous traduisons par histoire universelle. On dit aussi, Denis Knopfler, que la langue de Polybe est la langue des inscriptions. Vous êtes épigraphe, donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en est-il? C'est effectivement la langue telle qu'on la trouve dans les documents, notamment les documents officiels de l'époque hellénistique, les décrets qui sont pris par les cités, où l'on a donc des textes développés qui argumentent, notamment ce qu'on appelle les considérants des décrets, là où, avant de prendre une décision, on justifie par des considérations de divers ordres les honneurs qu'on va octroyer, par exemple, à des bienfaiteurs. Là, on a une langue qui, effectivement, est très proche de celle de Polybe, c'est-à-dire une langue très soignée, où la rhétorique n'est pas absente, où le vocabulaire est très précis. Parfois, et c'est la tendance de la langue hellénistique, une tendance à l'abstraction. On crée à l'époque hellénistique beaucoup de mots abstraits. C'est intéressant pour l'évolution de la pensée, et c'est assez caractéristique de la langue de Polybe, qui est à la fois une langue précise, c'est-à-dire dans le domaine, par exemple, des institutions, de la vie militaire. Il connaît tous les mots techniques, qui peut embarrasser d'ailleurs parfois les traducteurs, puisque étant vraiment plongé dans les réalités, il a un vocabulaire très riche dans ce domaine. Non? Et puis, il y a chez lui un effort pour expliquer. Il a le goût de la causalité. Il a aussi le goût de la psychologie. Ça, c'est très important. Bien que cet homme voit les choses de haut et assiste à l'affrontement de peuples, il ne sous-estime pas du tout l'importance des individus. Des individus, que ce soit, on a évoqué Aratos, Philippe V, quelques grands romains comme Flamininus. Et ces individus, il essaye de les cerner aussi sur le plan des motivations très, très intimes. Et donc, ça implique un vocabulaire assez abstrait. Hein. Les mouvements d'humeur, les ressentiments, les désirs. Il y a là un vocabulaire très riche. Donc, à la fois vocabulaire psychologique, vocabulaire technique et vocabulaire abstrait, de la pensée, des institutions, qui fait de Polybe une lecture assez rude. Ça n'est pas un texte qu'on met entre les mains d'un jeune helléniste. Hein. Ça n'est pas ou ça n'était pas, lorsque le grec était enseigné plus régulièrement dans les lycées, un auteur que l'on lisait en classe. Hein. On lit Xénophon, on lit, dans le meilleur cas, Thucydide, mais Polybe, il y avait deux choses contre Polybe. Le fait qu'il était difficile par sa langue, et puis que c'était un auteur hellénistique. C'est-à-dire qu'un auteur qui n'était plus, si vous voulez, en relation avec le monde grec dans son apogée, mais d'un monde grec qui souffrait, en fait, d'un monde grec qui souffre, malgré toutes les réalisations qui se produisent à cette époque-là, qui font de cette époque-là quelque chose de tout à fait passionnant. Et les rapports avec Rome ne sont pas non plus un mince sujet de réflexion. Hein. En tout cas, Polybe le pensait, qu'il, lui, était convaincu d'avoir été le témoin d'un événement cosmique. Et il n'était pas faux. Et il avait la conviction que personne n'était mieux placé que lui pour en faire l'histoire. Il y a vraiment cette assurance, cette fierté d'être l'homme parfait de la situation. Étant grec, ayant vécu à Rome, ayant
pu embrasser, grâce à une carrière longue tout de même, puisqu'il est né vers 210 et il n'est mort que vers 125. Donc c'était un macrobios, comme on a pu dire, un homme qui a vécu longtemps. Il avait vraiment le sentiment d'un sujet exceptionnel qu'il était seul capable de maîtriser. Il s'est retrouvé face à l'histoire. Il s'est retrouvé face à l'histoire. Il a une espèce de responsabilité historique. C'est magnifique. Et il dit, j'ai le sentiment d'avoir réussi ma vie, mais je ne le dis pas trop tôt, parce que je sais que la fortune renverse les choses humaines, et Dieu sait s'il pouvait le dire, puisqu'il avait vu quand même, durant sa vie, être renversé le royaume de Macédoine, qui était le royaume héritier d'Alexandre le Grand. Cette Macédoine qui semblait être la grande puissance du monde grec face aux Romains. Eh bien, la Macédoine n'existait plus en tant qu'État. Il avait vu se renverser cet État achéen qui était sa fierté aussi. C'est dire que l'histoire l'avait rendu modeste sur le plan des États et à peu forte raison sur le plan des individus. Il y a eu deux projets successifs en réalité. C'est-à-dire qu'au départ, donc, à Rome, il projette de composer une histoire en 30 livres. Éric Foulon. Qui recouvre 53 années, à peine, 52 ans et demi, qui irait donc de 220 début de la Deuxième Guerre punique jusqu'à 168, fin de la Troisième Guerre macédonienne. Selon lui, ce sont les 52-53 années cruciales qui ont vu donc la conquête ou la soumission du monde par Rome. Alors, il entreprend la rédaction des histoires à Rome, déjà à Rome, c'est sûr, mais il va poursuivre évidemment plus tard en Grèce. Et étant donné sa longévité, il viendra à bout sans problème de ce projet. Et il formera donc un deuxième projet, étant donné qu'en réalité, contrairement à ce qu'on aurait cru, sa carrière politique va rebondir à partir de... alors, 150, non, peut-être pas, mais à partir de 146. Et il va devenir l'un des acteurs historiques du monde d'alors, et il va éprouver le besoin donc de poursuivre son œuvre et de passer de 30 livres à 40 livres. C'est-à-dire qu'il va rajouter en gros 22 années, puisqu'il va passer de 168 à 146, fin de la Troisième Guerre punique et fin de la guerre de Corinthe. C'est incroyable, c'est un homme qui ne cesse de refaire sa vie, de rebondir sur tous les événements qui lui arrivent. Oui, tout à fait. À l'origine, donc, faire l'histoire du monde, de l'oïkouméné gay, comme il dit, c'est-à-dire du monde habité, de 220 à 168, il va faire cette histoire, en réalité, de 220 à 146, c'est-à-dire non plus un demi-siècle, mais vous voyez, quelque chose comme 3/4 de siècle, enfin 75 ans. Qu'est-ce qui reste de tout ça aujourd'hui, Éric Foulon, de cette masse énorme d'écrits? Qu'est-ce que notre époque a sauvé? Qu'est-ce qu'elle a gardé? Qu'est-ce qu'elle a sauvegardé? Eh bien, il reste en gros un tiers de l'œuvre. Je crois qu'il y a unanimité. Les livres se présentent très différemment. Donc les 5 premiers livres avaient été conservés intégralement, mais en revanche, tous les autres à l'état fragmentaire. Alors, plus ou moins fragmentaire. Tous les livres, donc 6 à 40, mais enfin il ne reste rien de 40. Alors on a des livres relativement consistants, comme le livre 6, comme le livre 10, vous savez, qui correspond peut-être à la naissance de Polybe, comme le livre 18, qui correspond à Cynocéphale. Alors en revanche, il y a des livres qui sont presque inexistants, et puis même il y en a certains qui sont tout à fait inexistants. Il y a dans le livre 6, qui est le grand livre malheureusement, conservé uniquement en fragments, le grand livre où il réfléchit sur la supériorité des institutions. Jean-Louis Ferrari. Et qu'il place de façon tout à fait symbolique, juste après le récit de la bataille de Cannes, pour expliquer comment les Romains, à la veille apparemment de succomber et de perdre leur hégémonie sur l'Italie, sont capables de rebondir, de gagner
la guerre contre Hannibal et, dans les décennies qui suivent immédiatement, d'étendre leur domination sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Eh bien, dans ce livre 6, un développement très long, qui est l'un de ceux qui nous sont conservés, était consacré à une description minutieuse de l'organisation de l'armée romaine. Et ensuite, lorsque Polybe rend compte de la première grande victoire remportée par les Romains sur une armée de type macédonien, la victoire de Cynocéphale en 497, il explique la supériorité plus précisément de la légion romaine sur la phalange grecque. Et donc il y a là quelque chose qui incontestablement le fascine. Fascination également pour ce qu'il analyse comme un équilibre entre l'élément monarchique représenté par les magistrats et par les magistrats suprêmes, les consuls, l'élément aristocratique représenté par le Sénat, un élément démocratique représenté par les assemblées du peuple, équilibre qui lui paraît fondé essentiellement sur le fait qu'aucun de ces pouvoirs ne peut ignorer la capacité de nuisance qu'auraient les deux autres, et qui est, à son avis, d'autant plus solidement établi que c'est l'élément aristocratique qui reste dans cet équilibre le pivot essentiel. Ce sont les principaux éléments de la réflexion polybienne sur la solidité des institutions. Il y avait ce jour-là un brouillard particulièrement dense. Et dès que la plus grande partie de la colonne romaine eut pénétré dans la vallée, et que les unités de tête furent arrivées au contact avec les Carthaginois, Hannibal donna le signal convenu et fit avertir les troupes placées en embuscade. Il se mit alors à assaillir les Romains de tous les côtés. L'apparition soudaine de l'ennemi surprit Flaminius, et comme la visibilité était encore très faible et que l'adversaire, partant de toutes sortes d'endroits, venait se jeter sur les Romains en dévalant les pentes, les centurions et les tribuns se trouvaient hors d'état de se porter sur les points menacés et n'arrivaient même pas à voir exactement ce qui se passait. Attaqués à la fois de front, sur leurs arrières et sur leurs flancs, les Romains furent pour la plupart massacrés alors qu'ils étaient encore formés en colonne de marche. Ils n'avaient pas la possibilité de se défendre et se trouvaient pour ainsi dire livrés aux coups de l'ennemi par la stupidité de leur chef. Ils en étaient encore à délibérer sur ce qu'ils devaient faire que déjà la mort les frappait par surprise. Flaminius lui-même, qui était pris dans la tourmente et au comble du désespoir, fut tué par des Gaulois qui se ruèrent sur lui. Près de 15 000 Romains furent ainsi massacrés dans la vallée, sans avoir pu ni mettre bas les armes, ni se battre, mais non sans avoir montré leurs attachements aux maximes qui leur avaient été inculquées, en refusant de fuir et d'abandonner leur place dans le rang. Quant à ceux qui se trouvèrent bloqués dans l'étroit passage séparant le lac de la montagne, ils furent, eux aussi, lamentablement massacrés, dans des conditions plus affreuses encore. Repoussés tous ensemble vers le lac, certains d'entre eux, perdant la tête, se noyèrent en essayant de se jeter à la nage avec leur armure, et les autres, les plus nombreux, avancèrent dans l'eau, jusqu'à ce que leur tête seule émergeât encore. Lorsque la cavalerie ennemie s'engagea à leur suite dans le lac, et qu'ils virent la mort arriver sur eux, ils levèrent les bras en l'air, suppliant avec toutes sortes de cris pour qu'on les épargnât. Finalement, ils périrent sous les coups de l'adversaire, ou parfois purent encore rassembler assez d'énergie pour se donner eux-mêmes la mort.
Il est tout à fait passionnant de découvrir en Polybe, donc, non seulement un voyageur, mais en même temps un explorateur, un anthropologue un en quelque sorte. Et même un anthropologue, effectivement. Oui. C'est un esprit extrêmement curieux, tout à fait universel. Et il faut savoir que s'il a la vocation de l'histoire, il a en même temps la vocation de la géographie et de, comme vous disiez, oui, l'ethnographie, l'anthropologie. Hein, c'est certain. Alors, ce sont un certain nombre de voyages en Italie ou en Gaule, hein, Gaule cisalpine, jusque dans les Alpes. Mais ce qui est peut-être plus important à certains égards, c'est le voyage qu'il va entreprendre donc en 151. Il a déjà un certain âge, donc, en 151, à la suite de son disciple Scipion Émilien. Il se trouve que Rome est alors en train de mener des expéditions contre les Celtibères et les Vaxéens, qui sont des peuples qui vivent au cœur de la péninsule ibérique. Et il se trouve que ces campagnes sont extrêmement rudes, extrêmement cruelles. Il y a beaucoup de pertes dans les armées romaines et les jeunes gens de la bonne société romaine, des bonnes familles, vont tâcher d'échapper donc au service. Et il y a vraiment un problème qui se pose. Eh bien, Scipion Émilien, lui, va se porter volontaire. Et il va prendre avec lui, justement, à titre de, non seulement d'ami, mais enfin en même temps de conseiller militaire, oui, doute, oui. Son maître. Il va suivre les côtes ibères, donc faisant escale, alors peut-être à Emporion, l'actuel Emporias, Taraco, l'actuel Tarragone, etc. Enfin bon, Sagonte, j'en passe, Carthagène, puisqu'il dit, il y a un témoignage de lui au livre 10, il dit qu'il y a eu autopsia, hein, autopsie. Il a vu de lui-même Carthagène. Et c'est vraisemblablement à cette occasion. Puis il passe le détroit de Gibraltar, il poursuit à cheval jusqu'au cœur de la péninsule ibérique, donc jusqu'au territoire celtibère et vaxéen. C'est très impressionnant, enfin. Tout à fait. Néanmoins, il participe aux opérations. Alors, Scipion Émilien, donc le légat du consul, va être chargé d'une mission. Une mission auprès de Massinissa, le roi numide, dont la capitale est Cirta, hein, dans l'Algérie actuelle. Cette mission est une mission diplomatique. Il se trouve que Massinissa est l'allié, est resté l'allié de Rome. Donc Scipion Émilien est chargé de demander de l'aide, une aide matérielle à Massinissa. Alors, Scipion réussit-il dans sa mission? On ne sait pas, mais toujours est-il donc que Polybe suit Scipion Émilien, et Scipion et son maître vont revenir à Rome en suivant le même trajet que précédemment, éventuellement en complétant les escales, hein, les étapes, les visites qui ont été faites. Polybe poursuit son enquête, rencontre éventuellement des responsables carthaginois, des responsables ibères, des responsables celtes. Et donc Polybe revient à Rome au cours de l'année 150, et c'est à ce moment, effectivement, que, vraisemblablement grâce à l'intervention de Scipion Émilien, qui a pesé de tout son poids et qui, dès lors, a de plus en plus d'importance dans la vie politique romaine. Donc, les otages grecs sont amnistiés, sont autorisés à revenir en Grèce et évidemment, Polybe va en profiter. En réalité, Polybe redécouvre la Grèce, oui, qui a beaucoup changé, mais il ne va pas en profiter parce que dès 149, l'année suivante, il est rappelé par Rome. Je ne dis pas par Scipion Émilien, mais par Rome, chargé d'une mission parce que la troisième guerre punique vient d'éclater. Alors, il a juste le temps de quitter la Grèce. Il est alors à Corcyre, enfin Corfou actuel, ouais. Et on lui fait savoir qu'en réalité, donc, il y a eu négociation et qu'un arrangement a été passé entre les deux puissances, Rome et Carthage, et donc qu'on n'a plus besoin de ses services. Donc il revient chez lui. Et il revient chez lui pour un moment quand même. Il revient chez lui, et il revient à Mégalopolis donc pour 2 ans. Alors en revanche, en 147, la guerre a éclaté de nouveau entre les deux puissances. C'est donc la troisième guerre punique. Et cette fois, c'est Scipion Émilien qui est consul, qui est aux commandes, et il demande à son maître
de venir avec lui, ou de venir le rejoindre, donc, devant Carthage. Scipion est effectivement en train de mener le siège de Carthage et a besoin de son maître en tant que conseiller militaire de nouveau, et même très précisément ingénieur conseil en poliorcétique, vous savez, donc la science, la technique des sièges. Et Polybe va participer donc au siège. Il faut détruire Carthage. Et donc va être, non pas peut-être l'acteur quand même, mais enfin le témoin au moins de la destruction de Carthage et de l'anéantissement de sa population. Scipion donna donc à Lélius, qui commandait la flotte et qui était seul au courant du projet, l'ordre secret de mettre le cap sur la nouvelle Carthage. Avant de raconter les opérations du siège et la prise de la place, il me paraît indispensable de donner au lecteur quelques indications sur le site et les abords de cette ville. Elle est située à mi-hauteur de la côte espagnole, sur un golfe ouvrant en direction du sud-ouest, dont la longueur est d'environ 20 stades et la largeur à son entrée de 10. L'ensemble de ce golfe forme un véritable port, parce que l'accès en est barré par une île qui, de part et d'autre, ne laisse qu'un étroit passage pour y pénétrer. Les flots de la mer viennent s'y briser, en sorte que les eaux du golfe lui-même restent partout calmes, excepté lorsque le vent du sud souffle en direction des deux goulets et soulève des vagues. Mais quand le vent vient d'une autre direction, la mer dans le golfe n'est pas agitée, car il y a la terre ferme qui l'entoure partout ailleurs. Au fond de ce golfe se dresse une hauteur qui avance comme une péninsule et sur laquelle est établie la ville. François Hartog, ce qui se passe sous les yeux de Polybe, c'est un vrai tremblement du monde. On peut, alors non pas dire que Polybe nous a permis de penser la mondialisation, parce qu'il serait un peu stupide, mais que le problème auquel se trouve confronté Polybe... Absolument, et du même ordre. ...a quelque chose d'analogue. Absolument. Et vous savez qu'aujourd'hui, on parle souvent, chez les historiens, d'histoire connectée. C'est un terme qui nous vient des États-Unis. Bon, l'histoire connectée, c'est-à-dire justement, avant de sortir de ces histoires par bloc ou de ces histoires nationales, et relever que, au fond, l'histoire a toujours été faite de connexions entre des gens, entre des groupes, entre des échanges de multiples, commerciaux, culturels et autres. Bon, et qu'au fond, les historiens essayent donc d'avoir des histoires moins asymétriques que celles qui étaient écrites précédemment, et en particulier au XIXe siècle, avec toutes les histoires de type colonial. Bon. Et Polybe nous propose, au fond, avec sa Summe Ploqué, quelque chose comme une histoire connectée. Comment expliquez-vous, Denis Knopfler, que Polybe déteste à ce point Athènes, qui pourtant incarne pour nous le nec plus ultra de la civilisation antique? Vis-à-vis d'Athènes, il a des mots très durs. Il a des mots très durs parce que, si vous voulez, il a un vieux ressentiment, hérité certainement de son père et du grand homme achéen, on peut dire fondateur de cet État achéen dans la deuxième moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelait Aratos. Aratos, un personnage vraiment considéré comme le grand homme de l'Achaïe, plus tard que même a consacré à Aratos une biographie très enthousiaste. Et Aratos avait tenté, qui était un homme politique de haut vol, avait tenté d'intégrer Athènes dans l'État achéen. À un moment, en favorisant pour Athènes son retour à la liberté, puisqu'Athènes, pendant de nombreuses années, au milieu du IIIe siècle, a été sous la domination macédonienne qui pesait lourdement sur elle. En 229, les Athéniens peuvent se libérer.
Aratos attend que... Polybe n'est pas né encore à ce moment-là, il va naître 20 ans plus tard. Aratos espère qu'Athènes entrera dans la confédération achéenne, qui possède déjà Corinthe, une grande cité sur l'isthme. Or, les Athéniens n'en ont pas voulu. Il y a la fierté, si vous voulez, nationale athénienne, qui reste un centre de culture. Tous les philosophes sont à Athènes, les grands artistes. Donc, Athènes n'a pas besoin de la confédération achéenne, ou estime qu'elle n'en a pas besoin, et elle va pratiquer une politique de stricte neutralité. Polybe ne leur a jamais pardonné cela. Et il leur en a voulu très profondément, et ce ressentiment s'est accentué encore avec le temps, parce que les Athéniens ont su très bien tirer leur épingle du jeu dans toutes ces affaires. Et comme la confédération achéenne elle-même, en fin de compte, a sombré du temps de Polybe encore, ce qui a été un drame épouvantable pour lui, puisque la confédération achéenne en 146, s'étant révoltée contre Rome, a été complètement, non seulement défaite, dissoute, Corinthe rasée. Ça a été un drame pour Polybe, parce qu'il avait ces deux patries. C'était la patrie grecque, cette confédération dont il était si fier, et puis il y avait cette patrie intellectuelle, politique, Rome. Pendant longtemps, il avait pu concilier ces deux amours, puisque les deux États étaient alliés. Donc, la rupture, ça a été absolument dramatique. Il a parlé d'une catastrophe qui était aussi une catastrophe personnelle, même si, bon, il a essayé ensuite de recoller un peu les pots cassés dans les dernières années de sa vie. Polybe est l'auteur d'une monographie consacrée à la guerre de Numance. Éric Foulon. Donc, guerre qui se déroule aux années 134-133. Alors, il est relativement âgé, il a vraisemblablement 75 ans, si l'on retient la datation haute. Il se trouve que Scipion Émilien est chargé des opérations en tant que consul. Donc, de nouveau, il demande à son maître, Polybe, de participer aux opérations, de venir à ses côtés en tant que conseiller militaire, comme précédemment, comme les autres fois, parce qu'il s'agit de mener un siège, et donc Polybe va jouer de nouveau un rôle d'expert. Le rôle, c'est ça exactement, d'ingénieur conseil en politique sceptique. Alors, bon, je passe au détail, mais Numance va finalement subir le même sort que Corinthe précédemment et que Carthage précédemment. Rome ne plaisante pas avec les soulèvements, les rébellions, les insurrections, et réprime atrocement, en fait. Bien que la Grèce, dans son ensemble, et chaque cité prise à part, eussent déjà subi bien des revers, le terme de désastre, dans toute son acception, ne s'applique à aucun de ceux-ci plus exactement, qu'à ce qui leur est arrivé de notre temps. Non seulement on peut plaindre les Grecs pour les calamités qui les ont frappés dans cette dernière période, mais ce sont plus encore leurs initiatives que l'on peut considérer comme désastreuses, lorsqu'on connaît la vérité dans tous ses détails. La catastrophe qui s'abattit sur les Carthaginois passe sans doute pour la plus terrible de toutes. Mais il y a lieu de penser que le sort des Grecs ne fut pas plus enviable, et qu'il fut même, en un sens, pire encore. Il serait mort à l'âge de 82 ans, vers 126, 125, d'une chute de cheval alors qu'il revenait de la campagne dans Mégalopolis, donc dans sa ville de Mégalopolis. Ça correspond tout à fait d'ailleurs à cette idée qu'il aurait participé à la guerre de Numance, quelques années plus tôt. C'est cohérent. Polybe est devenu très rapidement la référence obligée. Son œuvre s'est imposée aux esprits. Plus personne n'a pu écrire
l'histoire de cette conquête sans référence à Polybe. Réellement, c'était un passage obligé, un ouvrage incontournable, comme on dirait aujourd'hui. Et on le voit bien par les traductions qui ont été faites ou les adaptations de Tite-Live. Donc il a été lu même par les Romains eux-mêmes qui se sont informés chez Polybe de la manière dont il avait conquis la Grèce. Donc, c'est un ouvrage qui était de référence dans les grandes bibliothèques, mais il est clair que ça n'a pas été non plus un ouvrage très répandu, parce que il était constitué de 40 rouleaux, 40 volumina, et peu de particuliers le possédaient Polybe. Et assez rapidement, on a fait des extraits de Polybe, on a fait des résumés de Polybe. On raconte une anecdote assez amusante. On raconte que l'assassin de César, en 44, Brutus, lorsqu'il s'était réfugié en Grèce, à la veille de la bataille de Philippe, qui a été décisive entre les partisans d'Antoine Octave et ses adversaires, les assassins de César, au soir de Philippe en 42 avant Jésus-Christ, Brutus, dans son camp, travaillait à un abrégé de Polybe. Il travaillait à un abrégé de Polybe. Parce que c'était la rançon de cet ouvrage trop détaillé, admirablement conçu dans son développement. Tout cela avait été extrêmement réfléchi. Une œuvre achevée jusqu'à la dernière ligne. Alors, il est intéressant de voir quels auteurs le connaissaient, lesquels l'ignoraient. Je me suis intéressé à la question de savoir si Pausanias connaissait Polybe. À vrai dire, on le savait. On savait qu'il l'avait utilisé, en partie même résumé, dans certains de ses livres. Et notamment, il y a un livre il y a 2 livres où il l'a utilisé de manière manifeste. Et ça n'est pas une surprise. C'est dans le livre sur l'Arcadie, ce qui est le livre 8 de Pausanias, puisque Polybe était arcadien lui-même. Donc Pausanias n'a pu manquer de rencontrer, en quelque sorte, après plusieurs siècles, puisque Pausanias est écrit au IIe siècle de notre ère, il a rencontré, entre guillemets, Polybe, et il l'a rencontré de façon très matérielle, puisque dans certaines cités de l'Arcadie, il y avait des statues de Polybe. Pourquoi des statues de Polybe? Parce que les cités arcadiennes notamment, d'autres cités akènes aussi, considéraient que Polybe était un bienfaiteur de la cité, dans la mesure où, grâce à l'appui qu'il avait des Romains, il a pu, d'une certaine façon, rétablir la situation après la catastrophe de l'année 146, qui a vu la dissolution du koinon achéen. Polybe s'est fait, avec l'autorisation de Rome, l'intermédiaire entre les vainqueurs et les vaincus. Et son action, dont il était fier, et il le dit explicitement dans son œuvre, lui a valu la reconnaissance de ses compatriotes. D'où des statues qui restaient encore en place. Pausanias ne pouvait pas ne pas les voir. Donc il savait qui était Polybe, que ce qu'il avait fait. Et puis il y a un autre livre où, immanquablement, il allait rencontrer Polybe sous une autre forme, c'est le livre qu'il a consacré à l'Achaïe, à cette petite cité du nord du Péloponnèse. Pourquoi? Parce que lorsqu'il lui a fallu évoquer l'histoire de l'Achaïe, et notamment de la catastrophe de 146, il devait avoir recours à Polybe. Et d'ailleurs, il faut bien le dire, c'est grâce à Pausanias que l'on connaît des parties de Polybe qui ont disparu. Et notamment, il a recopié donc. Il a recopié, résumé, pas toujours bien compris parfois, parce que il fallait s'accrocher, Polybe. C'était très, très complexe. Alors, en résumant, on risque toujours de commettre des erreurs. Il n'empêche qu'il est pour nous très précieux, notamment pour ces événements-là. Bien des pages de Pausanias tiennent mieux, si vous voulez, aujourd'hui, de ce que l'on a perdu de Polybe. Jean-Louis Ferrari. Polybe est découvert, en ce qui concerne les 5 premiers livres, dans le courant du XVe siècle. Le livre 6, qui est le livre de réflexion théorique sur les institutions, est publié pour la première fois à Paris. C'est quelque chose qu'on a pu établir en 1539 et ensuite traduit en latin quelques années plus tard. Mais, au cœur du XVIe siècle. Au cœur du XVIe siècle. Mais manifestement, il y a une influence déjà de Polybe, ce qui signifie qu'il faut supposer, ce n'est pas une difficulté,
une influence qui précède les premières éditions imprimées, ce que nous pouvons dater le plus facilement sur les éditions imprimées, auparavant, et sur le Machiavel du discours sur la première décade de Tite-Live, c'est certain. Sur un point relativement précis, mais où l'influence est évidente. Polybe avait développé l'idée que les institutions de Sparte, qui possédaient un énorme prestige dans l'Antiquité, étaient certes des institutions remarquables, mais uniquement pour une cité qui n'aurait aucune ambition de conquête, aucune ambition hégémonique. Et que dès lors qu'une cité souhaitait augmenter sa puissance, le modèle n'était en aucune façon le modèle lacédémonien, mais ne pouvait être que le modèle romain. C'est un thème qui est repris par Machiavel, et de la même façon que Polybe avait utilisé cette argumentation pour diminuer au profit de Rome le prestige du modèle spartiate, Machiavel l'utilise, lui, contre le modèle vénitien, qui est, à son époque, le modèle contemporain le plus prestigieux. Et de la même façon, et avec une évidente influence de Polybe, Machiavel montre que les institutions de Venise ne sont en aucune façon capables de mener une politique de conquête, et en particulier le fait que Venise est obligée, parce que c'est une aristocratie, de recourir à des mercenaires alors qu'une armée nationale ne peut exister que dans un régime qui confère davantage de pouvoir au peuple. Et alors que Polybe ne présentait encore que comme un choix, en quelque sorte le choix entre une cité repliée sur elle-même, dans le modèle serait Sparte, et une cité cherchant la gloire et l'empire qui serait Rome, Machiavel va plus loin, c'est certain, dans l'argumentation, en disant qu'il n'y a pas la possibilité pour une cité de se replier sur elle-même. Peut-être pour les cités libres de cet empire romain germanique qu'il traite avec un évident mépris. Polybe est le dernier écrivain de la Grèce libre et l'historien de la conquête. Son livre n'est pourtant inspiré ni par le regret de l'indépendance, ni par la haine des vainqueurs. Il raconte, sans indignation et sans douleur, la longue histoire de l'asservissement de son pays. Ce n'est pas chez lui de l'indifférence, ce n'est pas non plus l'impartialité de l'historien. Il est franchement du parti des vainqueurs. On sent qu'il est heureux de voir la Grèce obéir. Qu'il aime sa patrie, on n'en peut pas douter. L'honnêteté et l'élévation de son caractère le mettent à l'abri du soupçon de trahison. Il servit son pays, même à Rome, et aux côtés de Scipion Émilien. Il osa disputer aux rancunes des vainqueurs la mémoire et les statues de Philopémène. Après la prise de Corinthe, il refusa de s'enrichir de la ruine de ses compatriotes. Qu'il agisse ou qu'il écrive, nous le voyons toujours désireux du bonheur de sa nation, inquiet de son avenir ou honteux de ses fautes. Il peut n'avoir pas une grande estime pour elle, il a du moins une affection sincère. Son livre respire l'amour de la Grèce en même temps que l'admiration de Rome. Fustel de Coulanges, thèse 1858. François Hartog, j'aimerais vous poser une question sur, au fond, l'histoire de la lecture de Polybe, de sa réception. Alors, prenons un exemple que vous connaissez bien, puisque vous avez vous-même travaillé sur Fustel de Coulanges. C'est l'homme de l'Antiquité, par excellence. Donc, quelle est la différence entre la grande lecture de l'Antiquité et de Polybe par un Fustel et la nôtre? Comment est-ce que vous analysez à la fois les points de rencontre, les différences? Au fond, qu'est-ce qui s'est passé entre la lecture et la réception des Grecs et de Polybe au XIXe siècle et la nôtre aujourd'hui, en ce début du XXIe? Oui. Fustel trouvait que Polybe avait été
Bon, il s'était rallié à Rome. C'est pas Fustel qui le trouvait, c'est un fait. Bon, c'était allié à Rome et qu'on pouvait l'accuser de trahison ou qu'on pouvait le voir comme un collaborateur. Oui. Bien. C'est une vision qui va perdurer d'ailleurs. Oui. Hein. Et Fustel ne partage pas cette manière de voir. Il reconnaît bien sûr ce qu'il a choisi Rome, mais il explique cela par, alors là c'est là qu'on retrouve les préoccupations fusteliennes d'une grande partie du 19e, parce que régnait en Grèce au fond une guerre civile. Une guerre civile qui opposait d'un côté les aristocrates, de l'autre côté les démocrates, et que les cités grecques préféraient, au fond, s'adonner à cette guerre civile, préféraient éventuellement perdre leur liberté plutôt que de renoncer à ces luttes de guerre civile. Et plutôt que de s'unir, en fait. Oui, plutôt que de s'unir. Et ce à quoi a fait allusion Fustel, c'est justement cette perspective de l'histoire française, de l'histoire de la France, vue comme, depuis l'époque de la Révolution, comme une guerre civile, entre deux groupes, entre deux factions, et guerre civile pouvant remonter jusqu'au moment de la conquête par les Francs, avec d'un côté les Francs vainqueurs et les Gallo-Romains vaincus. Et donc on a construit là, à partir de Boulainvilliers à la fin du XVIIIe, toute une explication de l'histoire de France qui est celle qu'on reprendra tout au long du XIXe et à laquelle s'oppose Fustel. Donc quand il parle de la Grèce et des guerres civiles en Grèce, il pense évidemment à la France et à la rupture de la Révolution au milieu. Et donc, d'où son Polybe qui a fait le choix de récuser, au fond, cette position de la guerre civile. Mais d'autres, justement, à la même époque, et c'est ce qu'on a reproché à Fustel, considéraient que Polybe était un mauvais citoyen, était un traître. Ça, c'est, au fond, les deux moments, enfin, comme ça, les deux figures de Polybe dans le cours du 19e, cette reprise politique de Polybe, et notre propre conjoncture nous permet, ou nous incite à reprendre ces premières pages de Polybe et à les relire autrement, encore une fois, non pas pour dire qu'il répond à nos problèmes, mais nos problèmes peuvent peut-être nous aider à comprendre ce qu'était son problème à lui et comment il a essayé d'y faire face avec les moyens qui étaient les siens. C'était Une vie, une œuvre. Polybe, historien, par Christine Gohémé. Avec Jean-Louis Ferrari, Éric Foulon, François Hartog, Denis Knopfler. Texte lu par Quentin Bayot, Jean Bollery. Mixage, Claude Niort. Réalisation, Laetitia Coya.